Je m'appelle Jacques Lévy, je suis géographe et urbaniste. Je me considère aussi comme un chercheur dans les sciences sociales de l'espace parce que je pense qu'il y a une maison commune des sciences sociales, que l'ensemble des sciences sociales est une seule discipline avec différentes dimensions dont le spatial, dont je m'occupe particulièrement. Je suis plutôt théoricien, mais dans ce domaine, comme peut-être dans beaucoup de domaines des sciences sociales, la relation entre la théorie et la pratique n'est pas du tout la même que dans les sciences de la nature. En fait, on peut être théoricien et très proche de la pratique et inversement. Personnellement, j'ai beaucoup appris des urbanistes opérationnels et je pense que beaucoup de théories approchent de la pratique plutôt que n'en éloignent. C'est pour ça que je me considère à la fois comme géographe et urbaniste. Nous sommes au bord d'une rivière qui s'appelle Cheonggyecheon. C'est une petite rivière qui serpente à partir du centre de Séoul vers la périphérie. Séoul est une ville, très grande ville du monde, une agglomération de 25 millions d'habitants et c'est la capitale de la Corée du Sud.
Pour expliquer comment j'ai rencontré ce lieu, il faut que je fasse un petit détour par une méthode que j'utilise pour explorer les grandes villes du monde. Ça fait assez longtemps, mais de façon plus explicite depuis une quinzaine d'années, que j'ai mis au point une espèce de protocole pour comprendre comment fonctionnent, du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire de l'espace, de l'urbanité, les grandes villes du monde, en particulier les très grandes villes, les 35 villes de plus de 10 millions d'habitants qui existent actuellement dans le monde. Donc je me suis donné 3 principes. Le premier principe, c'est une règle consistant à traverser, si possible, par plusieurs axes, de part en part, l'agglomération, et avec une métrique, c'est-à-dire une manière de me déplacer, qui soit la même tout le temps, et celle que j'ai trouvée la plus efficace, c'est la métrique pédestre, la marche à pied. Le deuxième principe, c'est l'arbitraire, c'est-à-dire je choisis quelques axes, sans être exhaustif, parce que ça ne serait pas possible, mais je me dis que ça va peut-être fonctionner, en tout cas je vais découvrir des choses de cette façon. Et puis le troisième principe, c'est l'aléatoire, c'est le fait que je me laisse déranger par des choses que je rencontre, tout cela pouvant être résumé par la notion de sérendipité. Donc cette manière de faire m'a conduit, quand j'étais à Séoul en 2006 pour la première fois, à tomber tout à fait par hasard sur cet endroit. Cette rivière venait d'être aménagée et en me promenant dans le centre de Séoul, je suis tombé ici et ça a été un choc assez important et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Il est important pour plusieurs raisons très fortes. En fait, cette rivière a une longue histoire. C'est une petite rivière qui serpentait dans ce qui était pendant longtemps la périphérie de Séoul, parce qu'il faut se souvenir qu'au début du XXe siècle, Séoul avait moins de 300 000 habitants. Elle en a aujourd'hui 25 millions. Donc l'urbanisation a enveloppé progressivement cette ville. Donc c'était un endroit où les gens lavaient le linge, puis ensuite c'était une ressource d'eau pour l'industrie. La pollution de la rivière a été de plus en plus importante. Finalement, c'est devenu quasiment un égout, et vraiment un égout qu'on a fini par recouvrir. Et puis par-dessus, on a monté un viaduc pour une voie rapide. Donc dans les années 1970, 1980, il y avait un égout recouvert, une rue et une voie rapide en viaduc. Et puis en 1999 et puis définitivement en 2002, le maire de Séoul a décidé de faire des travaux qui ont consisté à abattre la voie rapide et à rouvrir la rivière, évidemment à faire que ça ne soit plus un égout, à en faire à nouveau une rivière, ce qui a imposé des travaux hydrologiques assez importants.
et à en faire un espace public aménagé avec beaucoup de soins, comme on peut le voir, avec d'ailleurs plusieurs séquences au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, la dimension naturelle, un peu bucolique se renforce et la dimension de la densité de l'hypercentre urbain s'efface un peu. Il y a aussi la composante historique qui apparaît ici et là, puisque en fait c'est une rivière qui a été aménagée depuis très très longtemps dans l'histoire de la ville. Alors j'ai trouvé que c'était particulièrement remarquable, d'abord parce que cet aménagement très important, en fait, n'a pas coûté très cher. Il n'était pas si difficile que ça à réaliser, c'était environ 300 millions d'euros, donc vu l'ampleur de la transformation, c'est quand même assez intéressant. Par ailleurs, c'est clairement une réalisation qui correspond à ce qu'on peut appeler le développement durable, parce qu'elle est conforme aux 3 piliers du développement durable, pas seulement le côté préservation de l'environnement naturel, mais aussi les 2 autres piliers socio-économiques et politico-culturels. Et on voit bien avec cet exemple que ces 3 piliers du développement durable ne sont pas contradictoires entre eux, mais plutôt complémentaires, plutôt 3 manières en fait de voir la même chose, parce que, alors du point de vue de la nature, c'est évident qu'on a gagné de façon très spectaculaire, du point de vue de l'eau, c'est assez clair, du point de vue de l'air, parce qu'on a supprimé une grande part de la pollution qui était liée au trafic sur la voie rapide, du point de vue de la biodiversité qui a considérablement augmenté, et enfin du point de vue du sol, puisqu'on a diminué l'artificialisation des sols. Mais c'est aussi une très belle injection d'urbanité, très belle augmentation de l'intensité urbaine, et donc on voit très bien avec ce cas d'étude qu'on peut augmenter l'intensité de la ville, de l'urbanité, tout en améliorant la préservation de l'environnement naturel. Il y a encore un autre aspect que je trouve très intéressant, c'est la manière dont le processus de décision s'est fait. C'était une initiative du maire de Séoul, mais qui s'est accompagnée de contestations, de discussions, de concertations avec une multitude d'acteurs. Et ça a commencé par du dissensus, comme souvent les grands projets d'urbanisme, pour finalement aboutir à un consensus très large. Et aujourd'hui, plus personne ne conteste que ce projet est vraiment intéressant et vraiment utile. Donc je trouve que c'est une espèce d'épure dans ces différentes dimensions de ce que peut être un projet d'urbanisme réussi, multidimensionnel, qui n'est pas centré sur le changement matériel, sur la production d'objets, qui n'est pas non plus uniquement centré sur le paysage joue son rôle, mais pas seulement, et qui comprend à la fois des volets de renforcement de la nature, de préservation des composants de l'environnement naturel, mais aussi très clairement un projet de développement urbain. Il m'a changé d'abord donc par la surprise qu'il a représentée, et de ce point de vue-là, c'était une confirmation éclatante qui m'a fait beaucoup plaisir de la méthode dont j'ai parlé il y a quelques instants. Est-ce que j'aurais pu trouver ce lieu autrement que par hasard, autrement qu'en suivant le protocole dont j'ai parlé? Sans doute. En 2006, il s'était déjà passé 1 an depuis la réalisation finale, l'achèvement de ce projet. Il y avait sans doute des publications, pour l'essentiel en coréen, mais c'est vrai que si j'avais su ce que je cherchais, j'aurais pu le trouver. Le problème, justement, c'est que je ne savais pas ce que je cherchais. Et donc là, on voit bien que le hasard est absolument utile, et je pense que
du point de vue de l'exploration des villes, et tout particulièrement des grandes villes, c'est assez clair que la méthode est difficilement remplaçable, parce qu'il y a tellement de choses à voir dans une grande ville qu'une méthode systématique, une méthode consistant à faire une liste d'objets à découvrir, risquerait finalement de nous enfermer dans le passé. C'est-à-dire que la liste, on l'aurait établie à partir d'objets qu'on a déjà observés ailleurs. Or justement, cette chose est assez unique en son genre, donc ça aurait été difficile de la voir apparaître dans une liste contenant des catégories à partir de l'existant. Donc, première chose, confirmation de la méthode, confirmation aussi sur le fond, parce que ce qui m'a frappé aussi en arrivant, c'était un élément de la surprise, c'est qu'on comprenait tout de suite ce qu'avaient voulu faire les urbanistes. Il y avait une lisibilité du projet, de l'objectif, du langage utilisé, qui était pour moi parfaite, sans avoir eu besoin de discuter avec les responsables. D'ailleurs, un élément de ma méthode d'exploration des villes, c'est justement de ne pas travailler avec les experts, parce que j'essaye de me situer sur le plan des liens faibles qui caractérisent l'urbanité. Et donc, je suis venu à Séoul, non pas pour discuter avec mes collègues, mais pour m'immerger dans la ville telle qu'elle est. Donc, cette lisibilité, je la trouvais intéressante parce que elle éclairait, elle confortait, c'est peut-être depuis ce moment-là d'ailleurs que je dis les choses de cette façon, il y a une universalité des enjeux de l'urbain, de l'urbanité, de l'urbanisme. C'est-à-dire que partout dans le monde, les urbanistes ou les acteurs urbains discutent de la même chose, ont plus ou moins la même chose en tête. Mais en même temps, chaque ville est singulière, et chaque ville est de plus en plus singulière, puisque l'avantage comparatif des villes les unes par rapport aux autres, c'est justement de construire une singularité, c'est-à-dire de construire quelque chose de spécial qui va attirer les gens, les idées, les objets, les institutions, les organisations dans cette ville plutôt qu'une autre. Et donc, Cheonggyecheon, ça n'existe qu'à Séoul, alors qu'en même temps, on peut dire que c'est un superbe exemple générique des problèmes et des solutions qui peuvent se présenter dans les grandes villes contemporaines. Donc ce dialogue entre universel et singulier, que je trouve personnellement beaucoup plus riche que le couple traditionnel du positivisme général particulier, donc ce dialogue universel-singulier, moi j'ai trouvé qu'il avait superbe expression dans ce lieu. Ce lieu, cette exploration du lieu et les conditions dont je viens de parler de cette découverte m'ont beaucoup influencé sur toutes mes productions concernant la ville, sur l'espace public. Sur l'espace public, je dirais dans l'ensemble et en détail. L'urbanisme aujourd'hui, c'est pour l'essentiel la production d'espace public. C'est là que les choses se jouent. Un espace accessible à tous, où le maximum de diversité se rencontre et donc qui constitue une espèce de concentré de la ville dans son ensemble. L'espace public, ici, il est très intéressant parce qu'il est divers. Quand on est derrière moi, tout à fait au centre du Central Business District de Séoul, dans le quartier des affaires, on a une très forte densité et la largeur de la rivière est assez limitée, ce qui fait que les gens qui s'assoient d'un côté ou de l'autre de la rivière sont très proches. Donc il y a un type de civilité qui ressemble par exemple à ce qu'on peut observer dans un café, où vous êtes très près des gens qui sont assis à la table à côté de vous. Donc vous avez une gestion des corps qui est très spécifique, qui est forcément attentive. Vous êtes exposé au regard des autres
et vous avez un comportement qui tient compte de cette exposition. Plus vous avancez dans le cours de la rivière, plus les densités baissent. Vous trouvez toujours dans le centre de Séoul, mais un centre un petit peu moins dense. Et par ailleurs, la rivière s'élargit un peu, les deux bords s'écartent, et donc vous avez un petit peu plus de privacité, pourrait-on dire. La gestion de votre intimité et la gestion des corps diffèrent un peu. Donc on pourrait dire que ce qui est remarquable dans cet espace public, c'est qu'on a comme un catalogue, comme un répertoire de différentes situations qu'on peut rencontrer dans un grand nombre d'espaces publics urbains. Donc, par exemple, mon travail sur l'espace public en Inde, on sait qu'en Inde du Nord, l'idée même d'espace public est problématique. Ce n'est pas évident que ça existe. Et ça se voit dans la gestion des corps. J'ai beaucoup été inspiré, à contrario, par cet espace public de Séoul parfaitement réussi pour mieux réfléchir à ce qui peut permettre de dire dans une situation donnée s'il y a ou s'il n'y a pas espace public. Un autre domaine où l'exploration de ce lieu m'a influencé, c'est à propos de la mondialisation. Parce que, comme je l'ai dit, la relation singulier-universel, elle est très forte dans ce lieu, et dans le livre collectif que j'ai dirigé, qui s'appelle L'invention du monde, nous avons été très sensibles à ce couple, comment l'élargissement de la mondialisation, l'intensification de la mondialisation n'est pas du tout pour l'essentiel un processus destructeur des singularités des lieux, mais producteur de nouvelles singularités, évidemment pas les mêmes que celles qui existaient avant, on le voit très bien ici, mais très fortes. Ce qui veut dire que voilà un lieu du monde, voilà un lieu d'une ville elle-même mondiale, mondialisante, plus que mondialisée d'ailleurs. Elle exporte, voilà. Aujourd'hui, ce lieu, c'est, je crois, le deuxième lieu le plus attractif pour les touristes. Donc on peut venir à Séoul pour voir Cheonggyecheon. Et donc voilà une exportation d'idées, d'objets, de réalités. Donc Séoul est mondialisante, et Séoul est mondialisante, donc influence le monde en étant singulière, en étant Séoul et rien d'autre que Séoul. Donc dans ce domaine-là aussi, j'ai été très influencé par l'exploration de ce lieu. Oui et non. D'un côté, comme je l'ai dit, quand je reviens, je suis revenu 2 autres fois depuis à Séoul, j'ai toujours ce choc, cette expérience heureuse de découvrir cet endroit très modeste, sans aucune arrogance, où on a l'impression que les gens se sentent bien, sans particulièrement se montrer, mais en étant tranquille, serein. Donc ça me fait toujours le même effet, ça me change toujours d'une certaine façon. En même temps, je sais que d'autres expériences comparables ont été menées ailleurs, dans d'autres villes, à Shanghai, à New York, à Paris, à Lyon, à Séoul même. Donc il y a une espèce de banalisation relative de cette expérience. Et puis en même temps, je me rends compte que ce genre de projet très réussi, c'est une petite goutte d'eau dans la mer. Je travaille sur un projet qui s'appelle Postcar World. Évidemment, ce genre de projet contribue à un monde post-automobile, mais contribue faiblement. Il y a tellement d'autres choses à faire. Alors je dirais que quand j'ai découvert ce lieu, j'ai trouvé que c'était possible parce que c'était nécessaire. Il fallait faire ce genre de choses. Aujourd'hui, je dirais que c'est nécessaire, ici et ailleurs, parce que c'est possible.
l'idée que ce qui est géographique, ce qui est spatial, est le résultat, pour une grande part, d'actions des individus, d'actions des groupes, des collectifs, des organisations, des institutions et de la société dans son ensemble. Cette idée-là, c'est peut-être l'idée la plus importante des sciences sociales de l'espace ces dernières décennies. Quand nous regardons l'espace autour de nous, nous pouvons avoir l'impression qu'il est là depuis toujours, que nous n'avons aucune prise sur lui, qu'il est d'une certaine façon un fait de nature. Il a toujours existé, il existera toujours, et ce que nous pouvons y faire n'a aucune prise sur lui. Mais en fait, c'est une erreur. Et justement, ce lieu nous montre que c'est bien une action humaine récente, une action humaine déterminée, qui a permis que cet espace, qui paraît maintenant bien établi, existe. D'où l'idée d'une triade de notions qui me paraît aujourd'hui essentielle pour aborder le social en général et particulièrement le spatial, environnement, acteurs, objets. Et entre les acteurs qui agissent aussi à travers les objets et les environnements, on peut considérer que s'installe une espèce de symétrie. Les environnements préfigurent les possibilités qu'ont les acteurs d'agir, mais en même temps, les acteurs ont une capacité de transformation des environnements, au point que d'ailleurs, ils peuvent détruire les environnements. Et c'est là qu'on rencontre une notion qui s'applique, à mon avis, très très bien à ce lieu, qui est la notion d'habiter. L'habiter, c'est un point d'équilibre entre la puissance des environnements et la force agissante des acteurs. Pendant des décennies, cette rivière n'a pas été habitée. Elle a été un environnement qui était progressivement détruit par l'action humaine. Et puis un jour, on a décidé qu'elle valait la peine d'être transformée pour que cet équilibre entre acteurs et environnement puisse être établi. Ce qui veut dire que habiter n'est pas une condition. Ce n'est pas quelque chose qui serait propre à l'espèce humaine. On peut ne pas habiter le monde. Et on peut ne pas cohabiter dans le monde, c'est-à-dire ne pas coordonner en tant qu'acteur ces actions pour faire que le monde puisse être habité. Mais ce que nous pose cet endroit, avant même d'être un lieu, c'est avons-nous envie de transformer le monde pour le rendre habitable aux autres et à nous-mêmes parmi eux. Et la réponse à la fois modeste et très forte que donne ce lieu, c'est possible, si on le veut. L'espace est peut-être une manière particulièrement claire de nous faire comprendre, si on sait l'observer, comment la relation entre la société et ses composantes, les individus, les groupes, les organisations, les institutions, sont intrinsèquement, immédiatement, simultanément et fondamentalement reliés, y compris dans leurs contradictions. Immanuel Kant parlait de insociable sociabilité des hommes, c'est-à-dire le fait que rien ne garantit au départ que l'espace comme environnement et l'espacialité comme ensemble d'actions des composantes de la société coïncident, soit en conformité, soit en cohérence. Et en même temps, l'observation de ce qui est spatial nous permet de comprendre que ces contradictions ne sont pas insolubles. Il y a des possibilités, à travers l'habité, comme j'en parlais à l'instant,
de faire que toutes ces logiques fonctionnent ensemble. Alors je pense que cela s'applique à l'ensemble du monde social, mais que quand on se force à observer, à réfléchir, à observer encore, à réfléchir encore sur cette spatialité et cet espace, sur la géographicité du monde, on arrive à monter dans un véhicule qui nous permet de comprendre un peu mieux comment les hommes en société agissent et fonctionnent et évoluent et construisent le futur.